Investiture du nouveau président du Niger, la cérémonie s'est tenue ce vendredi sur haute surveillance. Mohamed Bazoum a dévoilé les priorités et les grands défis de son mandat. De quoi s'agit-il exactement? Réponse à suivre dans ce journal. Actualité ici au Burkina Faso, y a-t-il une procédure de colonisation de l'opposition politique? Oui, selon deux partis que sont le FPR et l'UNDD. Ils avancent comme argument une lettre du ministère de l'administration territoriale leur demandant de s'affilier au CFOP. Explication à suivre dans quelques instants. À suivre également dans ce 20h l'ouverture du 9e congrès du mouvement sunnite du Burkina Faso. 3 jours durant, les congressistes vont mener la réflexion sur la contribution de l'islam et du mouvement sunnite à la promotion de la cohésion sociale. Et dans l'actualité également, ce 2 avril est la date retenue pour la commémoration de la Journée mondiale de l'autisme. Dans ce journal, vous entendrez le cri de cœur d'une association de lutte contre cette maladie. Elle appelle les autorités à faire de la sensibilisation sur l'autisme une priorité sanitaire pour une meilleure inclusion des personnes qui en souffrent. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Avant de revenir sur l'investiture du président du Niger, nous parlons politique avec cette dénonciation faite par deux partis que sont le Front patriotique pour le renouveau et l'Union nationale pour la démocratie et le développement. Ils s'indiquent contre ce qu'ils appellent une procédure de colonisation de l'opposition. Le FPR et l'UNDD en veulent surtout au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le point de la conférence de presse avec Amadou Ilboudo et Draman Guinée. Dans une déclaration conjointe, l'UNDD de Maître Herman Yameogo et le FPR de Dr Aristide Ouedraogo crient à une tentative de colonisation de l'opposition politique par le pouvoir en place. Les deux formations politiques de l'opposition se déclarent non affiliées au chef de file de l'opposition politique. Dans des correspondances en date du 5 mars dernier, le ministre de l'administration territoriale leur notifie des dispositions législatives consacrant le chef de file de l'opposition politique, seul interlocuteur de l'administration en cas de consultation. L'UNDD et le FPR y voient du flou. Le fait de la part du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation d'adresser directement des correspondances à certains partis politiques, à l'occurrence au FPR et à l'UNDD, au simple regard de leur déclaration d'appartenance sur leur bord politique, parce qu'ils ont juste précisé sincèrement et honnêtement qu'ils ne sont pas affiliés au CFOP, dans le respect des textes, est perçu de notre part comme une tentative flagrante d'intimidation politique, de persécution douce. Nous sommes fondés à nous demander si le CFOP est brusquement devenu un démembrement du ministère. Nous refusons publiquement une quelconque affiliation au CFOP. Avec l'inscription forcée au CFOP ou à la majorité, Herman Yameogo et Aristide Ouedraogo disent craindre la fin du multipartisme, base de la démocratie. Déjà pour eux, le comportement de certains opposants à l'Assemblée nationale est un signe avant-coureur d'une complicité entre la majorité et l'opposition. Quand on voit une opposition qui se met à voter une loi de finances qui est l'expression de la politique d'une majorité, quand on voit une opposition qui se met à voter pour un premier ministre de la majorité, il faut se poser des questions. Si nous nous prenons tous garde, nous évoluerions progressivement vers l'installation insidieuse d'un bipartisme imposé dont les deux entités visibles seront constituées d'une majorité et d'une opposition complice. En évoquant des dispositions légales, les deux partis disent rester dans la légalité et jouir de leur liberté d'association ou pas. L'UNDD et le FPR réaffirment leur non-affiliation au chef de file de l'opposition politique à cette conférence de presse. Nous abordons à présent les actualités dans le milieu des religions et nous commençons par le 9e congrès ordinaire du mouvement sunnite du Burkina Faso qui s'est ouvert ce 2 avril à Ouagadougou. Thème de ce congrès, Islam et cohésion sociale, contribution du mouvement sunnite. Prennent part à ce congrès les membres des différents bureaux venus des 4 coins du pays. Urbain Benito Somé et Ahadi Sandamba. À ce congrès ordinaire, ils sont nombreux venus des 45 provinces du pays à répondre à l'appel du Bureau national du mouvement sunnite du Burkina Faso. Entre hommages aux anciens dirigeants et historiques de la structure, le 9e congrès du mouvement sunnite du Burkina Faso se veut un cadre propice pour faire le bilan des acquis engrangés par le bureau sortant. Quand nous prenions les rênes du mouvement sunnite, la ville de Ouagadougou ne comptait que 26 mosquées de vendredi
Et aujourd'hui, nous en sommes à 86. Pour ce qui est de la grande mosquée des sunnites, c'était toujours en chantier. Dieu merci, tout est terminé. Et dans un contexte national en pro-violence intercommunautaire, le présent congrès se tient sous le signe de la contribution du mouvement sunnite au renforcement de la cohésion sociale. On a choisi ce thème-là pour qu'on passe ces communiqués-là avec l'ensemble de ce monde qui sont là aujourd'hui. Parce que nous savons que ce matin, le monde que nous avons eu ce matin, c'est à peu près 6 000 à 7 000 participants. Et sans cette cohésion, il n'y a pas de paix. Sans la paix, on ne peut pas construire le Burkina Faso. Je l'ai dit et je le dis toujours, ça fait un peu rire. Mais s'il n'y a pas la paix dans un pays, le muezzin ne peut pas appeler à la prière. La cloche de l'église aussi ne peut pas sonner pour appeler les fidèles à la prière. De la même manière, les traditionnalistes ne peuvent pas aller au niveau des fétiches pour égorger. Donc nous avons tous intérêt à ce que cette cohésion sociale soit là et qu'elle perdure. Le 9e congrès du mouvement sunnite du Burkina Faso, c'est également le renforcement des bases de fonctionnement de la structure à travers le renouvellement des instances dirigeantes. Le congrès se tient du 2 au 4 avril 2021 avec à la clé une conférence sur le thème et des travaux de groupe pour le renforcement des liens entre musulmans. 50 tonnes de dattes au profit des personnes vulnérables, c'est ce que l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite remet aux autorités burkinabées. Ce don qui intervient à quelques jours du jeûne est prioritairement destiné aux personnes vulnérables des régions touchées par le terrorisme. C'est la ministre en charge de l'action humanitaire qui a réceptionné le don hier jeudi. Le compte rendu de Amadou Ilboudo et Ahadi Sandamba. À travers cette remise symbolique, ce sont 50 tonnes de dattes qui sont remises ici au Burkina Faso. C'est un don du roi Salman Ben Abdulaziz Al Saoud du Royaume d'Arabie Saoudite. Un don qui témoigne de l'excellence des relations entre les deux pays. L'Arabie Saoudite a toujours été aux côtés du Burkina Faso, pas seulement à travers ce don de dattes, mais aussi à travers les différents projets qui sont soumis par la partie burkinabé à l'Arabie Saoudite. Et tous ces dons sont là pour confirmer l'excellence des relations entre le Burkina Faso et l'Arabie Saoudite. Pour les autorités burkinabées, ce don est destiné prioritairement à soutenir l'alimentation des personnes vulnérables. 50 tonnes, ça a l'air beaucoup, mais à la fois insuffisant par rapport aux populations vulnérables. Donc nous allons faire selon les priorités, les femmes et les enfants, dans les zones les plus fortement touchées, les 5 régions les vulnérables qui sont la région du centre-nord, le Sahel, le nord, l'est et la boucle du monde. Et voir maintenant si cela est possible, nous pouvons aussi, comme c'est le mois béni du Ramadan, donner une quantité aussi à tout le monde. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Burkina Faso a mis à profit cette occasion pour communiquer aux journalistes l'orientation actuelle de son pays dans la lutte contre les changements climatiques. Il s'agit d'un vaste programme dénommé Initiative verte saoudienne qui consiste à planter 10 milliards d'arbres dans le royaume, à réduire les émissions de carbone de plus de 4% et à mettre en place un plan de projet d'énergie renouvelable dans le royaume, le tout à l'horizon 2030, nous confie le diplomate saoudien. Et pour y arriver, le Royaume d'Arabie Saoudite compte sur le soutien des pays amis comme le Burkina Faso, conclut donc le docteur Walid Ben Al-Hamoudi. Les fidèles catholiques, eux, achèvent leur carême ce 2 avril et c'est le vendredi saint. Comme tous les vendredis depuis le début du carême, ils ont procédé au rituel du chemin de croix pour rappeler la passion du Christ. Nous vous proposons ce soir l'ambiance du chemin de croix à la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Paul David Bambara et Marguerite Douagnou. Sous un soleil de plomb, ce vendredi saint, le dernier du temps du carême chrétien, les fidèles catholiques de la paroisse cathédrale de Ouagadougou suivent avec ferveur le chemin de croix qui est l'un des temps forts de la semaine sainte. Nous commémorons la mort de Jésus. Voilà. Donc c'est le jour où le Christ, notre Sauveur, le Fils de Dieu, est mort sur la croix. Voilà. Donc c'est un rappel fondamental pour notre foi chrétienne. Savoir que ce jour, le Fils de Dieu qui s'est fait l'un de nous s'est donné totalement à nous en acceptant de mourir et en nous ouvrant le chemin du salut
le chemin de la vie éternelle. À travers cet acte communautaire, les fidèles catholiques commémorent la passion du Christ en évoquant les 14 moments particuliers de cette journée de passion, depuis l'arrestation de Jésus au Jardin des Oliviers jusqu'à sa mise au tombeau, en passant par sa condamnation et sa crucifixion. C'est un très grand jour pour nous chrétiens catholiques, parce que c'est le moment pour nous d'être rachetés de nos péchés, de nos iniquités, de nos méchancetés envers nos prochains. Aujourd'hui, Christ est sur la croix. C'est une tristesse pour nous, en même temps une espérance pour nous. Ce vendredi Saint, quand tu rentres au cœur, tout ce que tu as comme souffrance, quand tu l'approche à la souffrance du Christ, je pense que ta foi va grandissant. Le chemin de croix permet de suivre Jésus dans son combat pour racheter l'homme du péché selon la foi chrétienne. C'est l'étape juste avant de fêter Pâques, qui est la résurrection du Christ. Comme annoncé en titre, nous mettons le cap sur Niamey où le président Mohamed Bazoum est entré en fonction ce 2 avril. La lutte contre le terrorisme et la malgouvernance et la relance du pays sur d'autres plans sont les priorités du nouveau président nigérien. Le président du Faso a pris part à la cérémonie de son investiture. De retour de Niamey, le compte-rendu de Maïmouna Traouri. Passation de charges entre le président sortant Mahamadou Issoufou et le président nouvellement élu Mohamed Bazoum. Celui-ci est élevé au rang de Grand Croix de l'Ordre national avant d'être installé dans ses fonctions de président de la République du Niger par la Cour constitutionnelle pour un mandat de 5 ans. Devant Dieu et devant le peuple nigérien souverain, nous, Mohamed Bazoum, président de la République élu conformément aux lois, jurons solennellement sur le livre saint de respecter et faire respecter la Constitution que le peuple s'est librement donnée. Plusieurs chefs d'État, dont le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, ont assisté à cette cérémonie d'investiture. Mohamed Bazoum prend fonction dans un contexte marqué par des attaques terroristes récurrentes. Il condamne la tentative de coup d'État qui a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi, à quelques jours de son investiture. La sécurité et la stabilité du pays sont donc, selon lui, les grands chantiers auxquels il doit s'attaquer. Le terrorisme est un vrai malheur pour notre pays. Mon ambition est d'engager immédiatement des discussions avec les autorités du Nigeria, celles de l'État de Borno, pour particulièrement créer les conditions du retour dans les meilleurs délais de tous les réfugiés dans leur pays. Mon ambition est de permettre le retour tout aussi rapide des déplacés dans leurs villages respectifs en leur assurant la sécurité à laquelle ils ont droit. Cela est une nécessité impérieuse, car les enfants déscolarisés et désœuvrés vivant dans les camps de réfugiés et de déplacés constituent, à mesure qu'ils grandissent, une véritable pépinière pour le banditisme et le terrorisme. Le Burkina Faso, confronté également à l'insécurité et au terrorisme, entend œuvrer aux côtés du Niger pour la sécurisation de la sous-région. Nous sommes tous membres du G5 Sahel, nous sommes tous membres de la CEDEAO, nous sommes tous membres de l'UEMOA, nous sommes tous membres du Conseil de l'Entente et de bien d'autres organisations comme le CIRS et autres. Donc nous avons d'importants défis communs. Nous allons être ensemble pendant à peu près 5 ans pour donc faire face à ces défis-là. Le nouveau président salue les actions menées par son prédécesseur et s'engage à travailler dans la continuité pour une éducation de qualité et pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Mais pour lui, la véritable relance du pays passe par la lutte contre l'impunité, l'injustice et la malgouvernance. Notre pays a devant lui un bel avenir, pourvu que nous soyons en mesure d'apporter les bonnes réponses à ces défis. Pour cela, nous avons prioritairement besoin de faire 2 choses. Promouvoir la bonne gouvernance et repenser radicalement notre système éducatif dans l'optique de faire de nos actifs démographiques des dividendes économiques. Mon credo sera de miser principalement sur la pédagogie de l'exemple en ne tolérant d'aucune façon le principe de l'impunité. Ainsi,
Je serai implacable contre les délinquants parce que j'ai conscience du tort que porte la corruption et le développement du pays. Plusieurs fois député, Mohamed Bazoum a aussi occupé les portefeuilles de ministre de la Sécurité, des Affaires étrangères et de l'Intérieur. Autant d'atouts qui pourraient faciliter la mise en œuvre de son programme de développement. Retour au Burkina Faso et cap sur la ville de Koudougou qui bat depuis hier au rythme de la deuxième édition de l'événement dénommé Talent de Moda. C'est une tribune pour faire la promotion du Faso d'Anfani, le pain tissé burkinabé. Plusieurs activités sont au menu de cet événement qui compte parmi ses invités le président de l'Assemblée nationale, Alidou Badini et Draman Dadian. Du Faso d'Anfani dans toute sa splendeur. Défilé de mode et stand d'exposition-vente. Talent de mode est à sa deuxième édition. Une vitrine de promotion et de valorisation du pagne tissé Faso d'Anfani dans la cité du Cavalier Rouge. Le chef du Parlement dit faire le déplacement de Koudougou pour la bonne cause. J'ai toujours du plaisir. Je suis en Faso d'Anfani et vraiment je n'ai rien à envier à quelqu'un qui porte un costard ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous avons estimé qu'il était important de venir apporter notre soutien aux promoteurs, apporter notre soutien à Talent de Mode. Nous voulons contribuer de notre manière à faire la promotion et la valorisation du Faso d'Anfani à travers les créativités, à travers les stylistes modélistes. Et en plus aussi, vous voyez que dans le concept actuellement, il faut trouver un canal de distribution, c'est-à-dire l'écoulement des produits du Faso d'Anfani au Burkina et hors même du pays. Tous les acteurs de la chaîne de valeur coton sont mis à contribution à travers Talent de Mode. Ce qui est pour les parrains un nouveau départ pour une filière d'avenir, créatrice d'emplois et de richesses. Ce que nous voyons déjà est très encourageant. C'est toute une chaîne qui doit profiter de la volonté du chef de l'État de transformer sur place au Burkina Faso une bonne partie du coton qui est produit au Burkina Faso. Et je pense que ce sont des signes très encourageants. Produit 100% coton, made in Burkina, à chacun son Faso d'Anfani. Un appel du président de l'Assemblée nationale pour qui le Faso d'Anfani est une identité vestimentaire burkinabé. Autre titre de l'actualité ce soir, nous sommes le 2 avril et c'est la journée mondiale de sensibilisation sur l'autisme. Au Burkina Faso, la commémoration de cette journée est organisée par l'association Satoru Moana et ses partenaires. À travers panels et projections de films, ils interpellent les autorités à agir dans le sens de l'inclusion des enfants autistes. Nongba Kouda et M. Solange Gigma. Premier du genre, l'événement Étincelle Bleue organisé dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation sur l'autisme est un cadre d'échange et de partage d'expériences sur l'autisme. Entre projections de films et tables rondes sur la prise en charge et les réalités des parents d'enfants autistes au Burkina et dans le monde, l'idée est de faire connaître les troubles du spectre de cette condition humaine. Déjà, c'était un manque de communication verbale. Il ne parlait pas jusqu'à ses 2 ans et demi, 3 ans, il ne parlait toujours pas. Il ne réagissait pas comme les autres, c'est-à-dire qu'il faisait une sélection alimentaire très drastique. Et c'est ce qui a commencé à nous alerter. J'ai fait beaucoup de recherches sur Internet pour essayer déjà de comprendre ce que c'était que l'autisme, si on pouvait s'en sortir et qu'est-ce qu'il fallait faire pour améliorer au quotidien sa vie sociale. Donc c'était et c'est toujours une très grande lutte. Une lutte que l'association Satoru Moana, initiatrice de l'événement, se propose de mener. Elle interpelle ici les autorités pour une société africaine plus inclusive. Ce que je voudrais leur demander, c'est vraiment de continuer leurs efforts, leur travail dans la mise en place d'outils et de moyens pour permettre vraiment que l'inclusion scolaire de ces enfants-là soit vraiment une réussite au niveau de la scolarité, au niveau des examens, et vraiment de nous soutenir aussi et de continuer ensemble les efforts pour sensibiliser, changer les mentalités
des gens, voilà, et de rendre l'information disponible. Le ministère a élaboré un document de stratégie, la stratégie nationale du développement de l'éducation inclusive, où justement tous les aspects sont pris en charge, et il faut justement avoir les moyens avec les partenaires, avec le gouvernement aussi, pour la prise en charge de tous les enfants à besoins spécifiques. Satori Moana est une structure qui forme les parents et les professionnels de l'éducation et de l'enseignement à l'encadrement des personnes avec troubles du spectre de l'autisme. Cette structure intervient également auprès des personnes autistes pour leur permettre d'atteindre le plus haut niveau possible d'indépendance et d'autonomie. Dans l'actualité également, le rapport d'activité de la Commission de l'informatique et des libertés est désormais entre les mains du président du Conseil constitutionnel. Le document contient le point des activités réalisées par la CIL au cours des années 2018 et 2019. Ce geste de la CIL est une première envers le Conseil constitutionnel. La remise du rapport est intervenue ce matin. Issaka Fando et Caroline Ouari. Voilà donc le Conseil constitutionnel officiellement informé des activités de la CIL pour les années 2018 et 2019. Sécurisation du cyberespace burkinabé, respect du droit à l'image, respect des libertés individuelles et collectives sont autant de thématiques abordées au cours des 2 années concernées. La mission d'être le gardien des libertés individuelles et collectives, donc nous sommes sur le même terrain de lutte, à savoir la protection des droits et libertés individuelles. Et comme vous êtes sur le terrain, nous n'intervenons pas directement sur le terrain, on n'intervient que dans le cadre des lois qui sont votées. Mais vous étant sur le terrain, avec la possibilité qui est donnée au Conseil constitutionnel de se saisir de toute affaire qui l'intéresse, si vous constatez dans vos activités qu'il y a des violations graves des libertés individuelles, vous pouvez nous suggérer pour qu'on puisse auto-saisir et faire annuler cette loi ou en tout cas demander que la loi soit revue. Cette mission, nous l'avons scindée en plusieurs actions au niveau de la commission. Des actions d'information, sensibilisation qui nous permettent de sensibiliser nos populations parce que le droit à la protection des données aujourd'hui est un nouveau droit, bien que la loi ait été adoptée en 2004. Nous menons sur le terrain des actions d'information, sensibilisation afin de pouvoir inculquer à nos populations la culture de la protection de leurs données à caractère personnel. Les rapports d'activité des 2 années d'exercice qui viennent d'être remis sont en version papier et numérique. Et la présidente de la commission de rappeler sur un ton taquin aux membres du Conseil constitutionnel de bien vouloir veiller au respect des données contenues dans le fichier numérique. En vue de parvenir à une vraie modernisation de l'administration publique, le gouvernement a initié des revues fonctionnelles dans 4 départements ministériels. Il s'agit de la fonction publique, de l'éducation, de la justice et de la santé. Concrètement, des études seront réalisées sur le fonctionnement de ces ministères. À quoi serviront les résultats de ces études? La réponse dans ce compte rendu de Daouda Ouattara et Sébastien Zongo. Le Burkina Faso lance les revues fonctionnelles de son administration publique. Une étude qui vise à établir un diagnostic du fonctionnement et de l'utilisation des ressources. Elle concerne 4 secteurs les plus déconcentrés qui représentent 61% de la masse salariale et 72% des effectifs. Le ministère de la Justice et le ministère de la Fonction publique, vous savez que l'éducation et la santé, c'est des ministères sociaux donc, qui sont au cœur donc, du fonctionnement de notre société. C'est une méthode par petits pas. On prend, disons, un cadre restreint, on fait une expérimentation et à partir des résultats qui vont être dégagés, on peut maintenant faire une projection sur l'ensemble des structures. L'étude est effectuée par des cadres de l'administration et des consultants dont certains interviennent par visioconférence depuis la France et les États-Unis d'Amérique. Pour sa réalisation, le Burkina bénéficie de l'appui technique et financier de l'ambassade de Suède et de la Banque mondiale. Il y a quand même pas mal de défis en matière de présence de l'État sur toute l'étendue du territoire avec les défis sécuritaires. Et l'objectif, c'est de pouvoir réaffirmer ce contrat social entre l'État et les citoyens et pour pouvoir utiliser les ressources humaines publiques partout où c'est vraiment nécessaire. Pour nous, c'est important de pouvoir soutenir la possibilité de rendre ces institutions publiques plus efficaces,
pour que l'accès aux services publics sont plus accessibles. Ces revues fonctionnelles de l'administration publique entrent dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale de modernisation de l'administration publique adoptée pour la période 2021-2025. Contribuer à la stabilité régionale et à une meilleure gestion des migrations, c'est l'ambition globale du projet Touma qui vient d'être lancé au Burkina Faso. Il s'agira pour ce projet de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité en développant des opportunités de création d'emplois et d'entreprises. Le financement est assuré par l'Union européenne et la coopération autrichienne à plus d'1,48 milliard de francs CFA. Amadou Ilboudo et Caroline Ouari. Le programme de subvention 2021 poursuit avec les ambitions des deux programmes précédents, à savoir s'attaquer aux causes d'instabilité socio-économique. 3 volets sont pris en compte: l'éducation, la création d'emplois et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Pour cette édition est visée la création de 13 000 emplois et 10 000 micro-projets et entreprises. Le projet Touma est un projet qu'on peut désigner projet assez large parce qu'il veut donner la possibilité à beaucoup d'acteurs dans le monde rural à se autopromouvoir en présentant des projets, soit quand il s'agit, supposons, d'une collectivité territoriale, des projets d'infrastructure ou des projets d'amélioration de certaines structures qui sont utiles aussi pour la promotion de la production rurale. Si c'est des micro-entreprises, c'est pour, disons, améliorer ou rendre plus performante une affaire ou innover une affaire, n'est-ce pas? Ou si c'est maintenant des acteurs nouveaux sur le terrain de la création d'emplois, comme des micro-entrepreneurs, etc. C'est surtout donc d'avoir la possibilité de faire des formations, d'accéder aussi à des expertises particulières pour se promouvoir en tant que micro-petit entrepreneur. Le projet est conjointement financé par l'Union européenne et la coopération autrichienne. Hormis la problématique des migrations, l'objectif reste de contribuer à la prise en compte des couches de la population les plus vulnérables au chômage et au sous-emploi. L'entreprise Marouf Holding est dans la même dynamique, à savoir susciter l'esprit de l'entrepreneuriat au sein de la jeunesse. Elle cible les jeunes de la région de l'Est à travers un cadre dénommé Salon de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Goulmou. L'activité qui a débuté hier à Fada va durer 3 jours. On en sait plus dans ce reportage de Désiré Ilboudo et Jérôme Tendano. Oser entreprendre pour mieux s'épanouir. L'entreprise Marouf Holding veut inculquer cet esprit aux jeunes de la région de l'Est. Cheikh Omar Yolé et son groupe se donnent 72 heures à travers le salon de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Goulmou pour y parvenir. Des exemples comme ça que nous entendons promouvoir, parce que ça permet également à toute la population, à la jeunesse de comprendre effectivement que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement qu'il faut écrire, voilà, il faut pratiquer. Comme ce que je disais dans le discours du ministre, il faut joindre maintenant la théorie à la pratique. En voulant organiser une activité qui fait déjà la promotion des entreprises dans la région de l'Est, chose qui est une des activités phares de la DCR, nous pouvons d'ores et déjà rassurer Marouf Holding de notre disponibilité à l'accompagner pour les prochaines éditions. Organiser un salon dédié à l'entrepreneuriat, c'est venir en appui aux actions du gouvernement en matière de promotion d'emploi, fois des autorités en charge des questions de jeunesse. Ce que Marouf Holding fait, ce n'est qu'en réalité un accompagnement à la DR. Je crois que, en tout cas, ça entre en droite ligne avec la politique du gouvernement que nous tentons de mener dans la région. Et c'est pourquoi nous apprécions l'organisation de ces salons-là, qui va permettre effectivement à la jeunesse de se retrouver et de prendre attache avec leurs aînés pour vivre leur expérience et comment s'y prendre pour créer une entreprise et promouvoir de l'emploi. Le salon de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Goulmou se tient du 1er au 4 avril à la place des martyrs de Fadan Gourma. Plusieurs thèmes en lien avec l'auto-emploi des jeunes seront développés au cours de ces 72 heures.
3 organisations de la société civile s'engagent à renforcer les capacités des structures qui s'intéressent au contrôle citoyen dans les domaines des mines et de la sécurité. À travers un consortium, elles vont mettre en œuvre un projet d'appui à la bonne gouvernance locale dans ces 2 secteurs. Le projet lancé ce matin est financé par l'Union européenne et sera exécuté dans 3 régions. Des précisions avec Kwale Nebié et Olopoda. Le réseau Afrique Jeunesse, l'Alliance technique d'assistance au développement et le Centre de recherche et d'intervention en genre et développement, 3 organisations de la société civile unies pour mettre en œuvre le projet d'appui à la bonne gouvernance locale dans le secteur des mines et la sécurité. Ensemble, elles ambitionnent aller plus loin dans le contrôle citoyen, la veille et la lutte contre la petite corruption dans le secteur des mines, un secteur durement éprouvé par les attaques terroristes. Notre vision, c'est de voir comment renforcer les capacités des acteurs locaux, communes, miniers traditionnels ou miniers industriels, à comment travailler ensemble pour faire de cette activité une activité qui permet un développement durable. Financé par l'Union européenne à plus de 345 millions de francs CFA, ce projet fait appel à la transparence, la responsabilité, la participation citoyenne aux affaires publiques et la redevabilité dans les secteurs des mines et la sécurité. 2 secteurs qui constituent des défis majeurs pour le Burkina Faso en quête de sécurité et de paix. Qui a exporté autour donc de 60 tonnes d'or et parallèlement nous avons près de 30 tonnes d'or qui sont sorties de façon illégale donc du pays. Et aujourd'hui il est démontré, il est prouvé que les terroristes ont saisi donc des sites d'orpaillage, assurent la sécurité là-bas, extraient l'or, l'exportent, gagnent des ressources et qui reviennent encore pour endeuiller donc nos populations. Donc c'est vous dire que c'est un secteur dans lequel nous avons besoin de l'accompagnement donc de tous. Il faut vraiment un effort de tout le monde pour s'assurer que les ressources sont exploitées d'une façon durable, transparente et pour lutter la corruption et pour aussi tacler le problème du financement du terrorisme en partie. Et pour ça, je me réjouis vraiment que nous avons pu soutenir ce programme. Ce projet d'une durée de 24 mois va axer ses activités sur la formation des exploitants des mines artisanales à petite échelle et la sensibilisation des populations sur leur rôle dans la promotion de la bonne gouvernance dans le secteur des mines. Les régions du centre-nord, de la boucle du Mohone et du plateau central sont les zones d'intervention du projet qui visent aussi à améliorer la confiance entre FDS et population. De l'éclairage public et des systèmes d'adduction d'eau, ce sont entre autres réalisations des projets mis en œuvre par le Fonds d'intervention pour l'environnement. Mais qu'en est-il de leur impact sur les localités bénéficiaires? Pour le savoir, les responsables du fonds et leurs partenaires étaient sur le terrain hier dans la province du Boulkiemde. Le point avec Issa Kafando et Maxime Zongo. Au nombre des domaines d'intervention du Luxembourg au Burkina figure en bonne place l'environnement. Des projets qui sont portés par le Fonds d'intervention pour l'environnement FIE. Des réalisations destinées à la protection de l'environnement, mais surtout à l'amélioration des conditions de vie des populations en milieu rural. Ce jeudi 1er avril, dans le Boulkiemde, ce sont des pépinières polyvalentes et des éclairages publics qui ont été visités. Nous sommes sortis ce jour pour venir regarder de visu ce qui a été fait au niveau des bénéficiaires des projets. Nous voyons aujourd'hui les fruits de tous ces efforts de 18 mois, presque de 2 ans, qui aboutissent à des réalisations concrètes et qui font aussi la satisfaction des bénéficiaires. Donc vous pouvez imaginer que du point de vue du bailleur, c'est une satisfaction de voir que nos fonds ont été utilisés à bon escient. Avec ce projet, c'est de l'énergie solaire qui permet le stockage de l'eau pour l'aménagement de sites maraîchers. Autre réalisation donc, l'éclairage public au profit d'écoles primaires. L'impact attendu ou souhaité, c'est qu'il faudrait que nous arrivions à transformer l'environnement immédiat dans lequel nous vivons et que nos mamans, les femmes qui exploitent ces sites
puissent avoir des ressources pour subvenir à leurs besoins. De l'énergie solaire pour stocker l'eau, des systèmes d'autonomisation en éclairage public. Bref, ce sont toutes les dimensions environnementales qui sont prises en compte par le FIE. Et par ces projets, ce sont plus de 165 millions de francs CFA que Luxe Développement et ses partenaires ont mobilisés pour accompagner le développement en milieu rural. On termine ce journal à Bobo-Dioulasso où une affaire d'occupation du domaine du stade à Sangoulé-la-Misana défraie la chronique depuis un certain temps. Les principaux concernés, à savoir les occupants des abords du stade, donnent des éléments d'explication et demandent à la compréhension du ministère des Sports et des Loisirs. Ce vendredi, ils ont animé une conférence de presse que nous résume Karim Sissi. C'est un SOS que ces occupants des abords du stade Sangoulé-la-Misana de Bobo-Dioulasso lancent au ministère des Sports. Un cri de cœur pour demander la clémence et l'indulgence du dit ministère afin qu'ils puissent mener leurs activités en toute tranquillité. Selon leur porte-parole, l'occupation de ce site est à titre provisoire. Elle vise à mettre un terme aux occupations anarchiques de l'espace public dans l'arrondissement 7. Donc c'est en réponse à toutes ces questions que le maire Herman Siliman a eu l'idée brillante de faire appel aux promoteurs de sport, à l'association des importateurs et vendeurs de véhicules de Oué, le groupement des transporteurs organisés du Faso, les entreprises des petits P pour accompagner ce projet. En contrepartie, il leur a promis d'occuper provisoirement les sites pour y mener leur activité en attendant de leur trouver des solutions définitives sur un autre site. C'est à partir de là que le maire a fait les démarches auprès des ministres de l'Environnement ainsi que celui des Sports pour avoir leur avis favorable. Ces occupants du domaine du stade Sangoulé-la-Misana de Bobo-Dioulasso disent être surpris de la réaction de certaines autorités. Une réaction leur sommant d'arrêter les travaux de construction et de procéder à la démolition des infrastructures déjà réalisées. La direction régionale du ministère de l'Habitat qui envoie une équipe pour arrêter nos travaux. Ensuite, nous convoque pour vérifier les documents à notre possession nous permettant d'occuper le domaine du stade. L'intérimaire du maire de l'arrondissement numéro 7 qui nous adresse des courriers d'arrêt des travaux et des démolitions par nous-mêmes d'investissements déjà réalisés. Une presse écrite de la place qui affirme que les opérateurs économiques bénéficiaires d'espace derrière le stade réclament leurs 400 millions. Nous ne comprenons pas le but de toutes ces actions alors que l'affaire de ce site a été médiatisée du début de sa réalisation jusqu'à son aboutissement. Pour les conférenciers, leur action vise à accompagner la commune dans le développement de la ville, d'autant plus qu'avant le démarrage des travaux de construction en avril 2018, ce site était devenu un véritable dépotoir d'ordures et un lieu d'insécurité. C'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. L'information vous revient à 23h dans une présentation de Amadou Marcel Tour. Mais avant, vous aurez les informations sportives dans Actu Sport à 21h avec Jean Modesta Ouedraogo. Merci de votre fidélité à la RTB.